Voilà, André Didier Roiha, bonjour. Bonjour, monsieur le Merci journaliste. d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller technique à l'état civil du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Oui, publique. Avec vous, donc, ce dimanche, nous allons aborder la question de l'état civil au Bénin, la question de l'état civil et de l'identification des personnes au Bénin. Dites-nous, quel était l'état des lieux, puisque, bon, ces dernières années, il y a toute une batterie de réformes engagées dans ce secteur-là. Quel était l'état des lieux, je dirais, de l'état civil au Bénin? merci, monsieur le journaliste, pour cette opportunité que vous nous donnez de parler d'un secteur sensible C'est ça. et très important pour le développement national, le secteur de l'état civil et de l'identification des personnes. Parlant de la situation, je peux vous dire sans embâche que c'était une situation très peu réalisante, C'est ça. caractérisée par un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de tares et un certain nombre, disons, il y avait beaucoup d'irrégularités et de fraudes. Imaginez-vous par exemple que lorsqu'il fallait par exemple avoir une carte d'identité, on vous demande d'aller chercher la souche, peut-être à Tokontona ou Oui, bien la à souche à Parakou, votre lieu de à naissance. votre lieu de naissance. Et là, vous pouvez aller et vous constatez à ce moment que des prénoms sont mal écrits. Et vous devez donc vous retrouver devant le tribunal. Tout cela perd du temps. Et vous voyez que vous souvenez bien avec moi qu'il y a eu dans ce pays un moment où des personnes mal intentionnées ont arraché, par exemple, des fiches d'état civil, Oui. des actes de naissance, dans des registres Ça, c'est vrai. pour nuire. Sans oublier les incendies qui passent par là Les aussi. incendies qui passent par là. Donc L'inondation c'était également. un système vraiment paperassier qui vraiment, il y avait la mauvaise gouvernance, il y avait les tricheries de toutes sortes, beaucoup de fraudes. Et un maire ou un chef d'arrondissement avait dans son sac des registres avec des tampons et pouvait donc délivrer des actes de naissance à volo. Alors, ce n'était pas une bonne situation. Heureusement qu'aujourd'hui, cette situation relève du passé. D'accord. Et demain sera meilleur. D'accord, ça relève du passé en raison donc des réformes engagées, des réformes apportées dans ce secteur de l'état civil. Quelles sont les grandes réformes qui ont été engagées pour éclairer davantage l'état civil au Bénin, Bon, pour moderniser l'état civil au Bénin? C'est vrai, il y a eu beaucoup de réformes depuis 2017, 2016-2017 avec le gouvernement de la rupture, Oui. où désormais on s'est dit qu'il faut dématérialiser l'état civil. C'est-à-dire au lieu des papiers tout, il faut que ce soit une base de données qui renseigne sur toutes les personnes et pour faciliter un certain nombre de choses. Et le point de départ a été, disons, la loi 2017-8 du 19 juin 2017 C'est ça. qui porte cette loi qui porte sur l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Alors, c'est cette loi qui a institué l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, et institué également le RAVIP, le recensement à vocation d'identification des personnes. Voilà, donc c'est le point de départ. Parce que désormais, tout citoyen doit être enregistré dans une base de données qui est le registre national de la population. Et c'est à partir de cette base de données-là qu'on pourra donc vous délivrer des actes de naissance sécurisés. Et on pourra également vous donner tout ce que vous avez comme document pour l'identification, carte d'identité, certificat d'identité personnelle, tout cela. D'accord. Alors aujourd'hui, on parle de réforme au niveau de l'état civil. Quels résultats avons-nous eu? Qu'est-ce qui a concrètement changé? Bon, ce qui a changé, on peut dire aujourd'hui que les fraudes, vraiment, ça a presque disparu. D'accord, ça presque. a presque disparu. Bon, sinon que C'est ça un a mal qui a disparu. la peau dure aussi. Oui, oui, mais je crois que jusqu'à maintenant, nous pouvons penser que nous pouvons accepter qu'il n'est plus question maintenant à un individu d'avoir plusieurs cartes d'identité ou bien plusieurs passeports sur la base de documents faux. Vous voyez?
Donc là maintenant, il y a moins de tracasseries pour les gens. On n'aura plus besoin d'aller légaliser des actes de naissance, puisque l'acte de naissance est déjà sécurisé, parce que issu de l'exploitation d'une base de données. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau donc du développement social et autres, les gens auront moins de problèmes parce que vous savez, l'identité est très importante pour le développement le développement social à travers les offres de services. D'accord. On va parler maintenant de la carte d'identité biométrique, puisque vous êtes en train d'énumérer les différents avantages qu'on a à ce niveau. Désormais, n'est-ce pas, quand vous voulez vous faire établir une carte d'identité, on vous impose la carte d'identité biométrique. Si votre carte est expirée, une fois pour le renouvellement, c'est la carte d'identité biométrique. De quoi s'agit-il exactement? Bon, la carte d'identité biométrique, bien sûr, a été instituée par la loi. C'est ça. La loi 2017 dont je parlais. Alors, c'est une carte, disons, électronique. C'est une carte électronique qui, disons, est sécurisée. Est sécurisée parce qu'il y a un certain nombre d'informations tirées, bien sûr, du registre national des personnes physiques qui sont dessus, encodées et cryptées. Il y a, par exemple, des codes qui renseignent. Et ces codes-là ne pourront donc être lisibles que par des services spécialisés. Par exemple, les services de la police ou bien les services même de l'administration qui ont été mandatés pour ça. Donc, c'est une carte très sécurisée et qui permet aussi, qui facilite également la libre circulation des personnes et des biens en toute sécurité, des personnes surtout, en toute sécurité, où quand on voit cette carte-là, on n'a plus à douter de celui à qui ça appartient. C'est une carte déjà dont c'est une carte donc déjà dont la sécurité n'est plus à démontrer. D'accord. Alors, on va parler des différentes composantes, c'est-à-dire les éléments qui composent cette carte biométrique, parce que par le passé, on nous disait 2400 pour établir la carte d'identité nationale, mais avec la carte d'identité biométrique, le montant est revu, je dirais, à la hausse en raison des différents éléments qui composent cette carte. Quels sont ces éléments en effet? Alors, lorsqu'on parle d'identité, il faut distinguer plusieurs types d'identité. C'est ça. Il y a l'identité nominative, nominative et personnelle. Il y a l'identité numérique et l'identité biométrique. Alors, ce qui caractérise un peu cette carte-là aussi, c'est surtout l'identité numérique, où chaque personne, chaque individu détenteur de cette carte-là a un numéro personnel d'identification qu'il a depuis qu'il est entré dans le registre. C'est ça. Et qui le suit jusqu'à sa mort. Personne ne peut porter ce numéro si ce n'est que lui. Donc, tous ces renseignements-là... Pour dire que le même numéro ne peut pas être porté par deux ou plusieurs personnes. Pas du tout, pas du tout. Le même numéro, même à votre mort, ce numéro ne peut pas être attribué à quelqu'un d'autre. C'est ça. Alors, donc, tous ces renseignements-là sont contenus dans la carte biométrique. C'est ça. D'accord. Alors, on va évoluer un peu pour parler maintenant de cette affaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux et dans certains milieux, alors que le code ou les tests qu'il exige existaient depuis 2015. Il s'agit bien entendu de la déclaration de naissance. La procédure, c'est quoi exactement, M. Weha? Bon, je voudrais d'abord vous dire qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau. C'est ça. Et comme vous l'avez dit, cette déclaration des naissances par le père, c'est la déclaration des naissances. Oui. Cette déclaration des naissances existait depuis le code des personnes et de la famille. Oui. Et il s'agira maintenant donc que pour la dernière loi, la loi 2020-34, qui est venue encore remettre ça, parce que jusque-là, ça n'avait jamais été appliqué. Alors, il s'agira donc pour le père, le présumé père, de se présenter à la mairie et avec un formulaire qu'on donne d'ailleurs gratuitement, en tout cas à Cotonou, c'est gratuit, et qu'il signe, qu'il légalise. Et c'est avec ce certificat qu'il apporte et qui permet donc de déclarer l'enfant en son nom. En son nom. Lui qui se dit père. Lui qui se dit père. D'accord. Au fait, c'est un acte
d'amour, d'honneur, Oui. d'un acte responsable, qui montre quand même le rôle que le père peut jouer. Et vous voyez même, depuis les traditions, par exemple, lorsqu'un enfant naît, le placenta est remis. En tout cas, je sais que ça se passe au moins dans le système fond. Oui. Le placenta est remis aux parents. Aux parents, notamment au père. Oui. Ou aux parents du père. Oui. Alors, donc, là encore, c'est le père qui doit jouer son rôle en disant, bon, je reconnais que je suis le père de cet enfant et il n'y a pas de problème. En résumé, il n'y a rien de nouveau. Le code depuis 2015 avait institué cela. Avait institué ça. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a que seulement qu'on n'était pas habitué à le faire. Et c'est parce qu'on n'est pas habitué à le faire qu'il y a quelques tollés maintenant où les gens parlent beaucoup. Mais je dois vous dire que l'habitude, les gens ont commencé déjà par râler. Parce que nous, on a quand même eu comme information que au moins presque tous les jours maintenant, au niveau de la mairie de Cotonou, il y a 30 à 45 présumés pères qui viennent retirer leur fiche de reconnaissance de paternité. D'accord. Est-ce qu'avec ces réformes, les choses ont concrètement changé en ce qui concerne la déclaration de naissance? Sinon, aujourd'hui, en République du Bénin, M. Ouéha, quelle est la procédure de déclaration de naissance d'un enfant? C'est-à-dire une femme enceinte qui atterrit dans une maternité pour accoucher. Que doit faire l'équipe? L'équipe, c'est monsieur et madame, père de l'enfant. Aujourd'hui, la déclaration, comme je vous l'ai dit, l'état civil a été dématérialisé. C'est ça. Et la déclaration se fait aujourd'hui par l'agent de santé, sage-femme, ou bien en tout cas, ou médecin gynécologue qui a accouché, ou bien par les officiers d'état civil, les agents d'état civil qui ont été formés dans ce sens. Aujourd'hui, il n'est plus question comme ça se fait, où le père ou bien la femme pouvait commencer par déclarer comme il veut, ça ne se fait plus de cette façon. Dès que l'enfant naît, au niveau donc par exemple d'un centre de santé, il est directement enregistré sur la plateforme et il entre dans le registre national des personnes physiques avec son numéro d'identification. Et tous les renseignements, par exemple la sage-femme met déjà les renseignements à son niveau, mais ne peut pas mettre le renseignement du père tant qu'il n'a pas ce certificat de reconnaissance de paternité. C'est ça. D'accord. Alors, on va évoluer pour aborder cette question qui n'est pas trop entrée dans nos habitudes. On parlait tout à l'heure de déclaration de naissance, mais il y a également la déclaration de décès. Nous avons l'habitude d'enterrer nos morts sans déclarer à l'État ou à qui de droit que telle personne est décédée et autres. La déclaration de décès, comment cela doit se faire? Oui, la déclaration de décès également se fait par la famille ou les gens qui ont constaté le décès, et ça doit se faire avant les funérailles. Ça doit se faire 15 jours après le décès, au maximum dans un intervalle de 15 jours, il faut qu'il y ait cette déclaration de décès. Et désormais, si par exemple il n'y a pas ce certificat de décès, vous ne pouvez plus inhumer, sous peine d'un certain nombre de sanctions. Très bien. En résumé, lorsque le décès survient aujourd'hui, la famille a au moins 15 jours, n'est-ce pas, pour déclarer le décès, obtenir le certificat de décès avant l'inhumation. Très bien. Ça veut dire que beaucoup de choses se passaient, je dirais, de manière irrégulière par le passé. Oui, bon, on peut ainsi dire parce que il y a un certain nombre de dispositions qui existaient, mais qui n'ont jamais été appliquées. Alors c'est maintenant que toutes ces réformes, parce que nous sommes à l'ère des réformes, et tout a été remis sur ces lettres, et cela se doit d'être appliqué, puisque c'est sous-tendu par des lois. D'accord. Alors, on va revenir sur un détail aussi, le détail du RAVIP. Il y a bien de nos concitoyens qui n'avaient pas fait le RAVIP. Aujourd'hui, comment se rattraper? Bon, le RAVIP, comme je vous l'ai dit, pour entrer dans le registre national des personnes physiques, c'est indispensable. Alors, tout citoyen doit pouvoir le faire. Sinon, il ne peut pas avoir son numéro personnel d'identification. Alors, ceux qui ne l'ont pas fait ont toujours la possibilité de faire ça. C'est une opération continue pour permettre à tous ceux qui n'étaient pas enrôlés au niveau du RAVIP de pouvoir bénéficier de cet enrôlement. C'est ça. Voilà. Alors, et à quel niveau cela se fait concrètement? Oui, au niveau du siège de l'ANIP pour le moment, ou peut-être dans des cas particuliers, par exemple des enfants qui doivent aller à l'examen, si le préfet peut-être est saisi ou le maire saisi, ils peuvent toucher l'ANIP qui peut, disons, envoyer
une équipe pour pouvoir prendre en charge ces gens-là. Sinon, en réalité, c'est au niveau du siège de l'ANIP à Kadiamou. D'accord. Votre mot de conclusion, M. Ouéha. Bon, je pourrais dire tout simplement que aujourd'hui, avec ces réformes entreprises depuis 2016-2017, notre pays a quand même amorcé une nouvelle ère de son développement, tout au moins en matière d'état civil et d'identification des personnes. Et vous savez déjà que pour le quinquennat 2021-2026, notre pays dispose déjà d'une stratégie nationale d'identification des personnes. Et je crois que toute cette vision du gouvernement va être mise en œuvre pour donner à l'état civil et à l'identification des personnes vraiment un lendemain meilleur. D'accord. Merci, Monsieur André Didier Ouéha. Je rappelle, vous êtes conseiller technique à l'état civil du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Et donc, avec vous, on a pu parler de l'état civil en République du Bénin. Merci donc d'être passé sur le plateau du grand format. Je vais vous accompagner avec la revue de presse